Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier comment calculer un courant de court-circuit grâce à deux méthodes. Pourquoi devoir calculer le courant de court-circuit? Il y a plusieurs raisons à ça. Afin de pouvoir déterminer le pouvoir de coupure des appareils de protection, vérifier la tenue des câbles ou des canalisations électriques, vérifier la sécurité des personnes en régime TN ou en régime IT, et vérifier la sélectivité des protections. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un courant de court-circuit? En alternatif, lorsque une phase touchera une phase ou une phase un neutre ou une phase une masse, nous serons dans le cas d'un courant de court-circuit. Au courant continu, lorsque deux polarités seront en contact, le plus et le moins, nous serons également en situation de courant de court-circuit. Les appareils de protection en amont de ce courant de court-circuit doivent être capables de le couper. Donc il faudra impérativement vérifier que le pouvoir de coupure ICU soit supérieur au courant de court-circuit ICC. Première méthode de calcul, la méthode simplifiée. Cette méthode va nous permettre de calculer le courant de court-circuit maximal à l'extrémité d'une canalisation lorsqu'on connaîtra le courant de court-circuit à l'origine de la canalisation, et la nature, section, longueur des câbles de cette canalisation électrique. Une structure d'un réseau électrique vous est présentée ici avec évidemment un réseau amont, un transformateur, différents câbles, un récepteur et quelques disjoncteurs. Donc cette méthode simplifiée consiste à calculer le courant de court-circuit au point B si nous connaissons le courant de court-circuit au point A et la caractéristique du câble C1 ici. Pour calculer les courants de court-circuit en amont, lorsqu'on a un transformateur, il suffit de se référer au tableau ici présenté pour les deux technologies de transformateurs différents. Dans l'exemple ici présenté, nous avons un disjoncteur immergé de 400 kVA, donc il suffit d'aller dans le bon tableau, choisir la valeur de 400 kVA, ce qui nous amène à un courant de court-circuit de 14,7 kA. À partir de là, nous allons pouvoir déterminer le courant de court-circuit en aval, c'est-à-dire au bout de la canalisation électrique. Si nous avons une canalisation d'une section de 95 mm² et en cuivre, nous allons venir ici nous placer dans le tableau. Ensuite, nous allons devoir travailler sur la longueur du câble que nous allons retrouver dans cette partie du tableau. Il faudra choisir dans cette partie du tableau une longueur égale ou inférieure à la longueur du câble que nous allons installer. Dans notre exemple, nous avons un câble de 90 m². Nous allons essayer de retrouver cette valeur dans le tableau sur la ligne correspondante à notre section de câble, et on arrive ici à effectuer un choix entre 80 et 100 mètres. Le courant de court-circuit sera plus important pour une longueur inférieure de câble, donc comme il est dit ici, nous choisissons une longueur inférieure ou égale à la longueur réelle du câble. Donc ici, la longueur inférieure ou égale à 90, ce sera 80 mètres. Ensuite, nous allons venir ici nous placer dans le tableau en fonction du courant de court-circuit que nous avions en amont, qui était de 14,07. Et nous allons prendre un courant de court-circuit supérieur ou égal au courant de court-circuit calculé précédemment. Nous avions 14,07 kA, donc notre choix va se porter sur 15 kA. Pourquoi ? Eh bien, car il faut se placer dans le pire des cas. Donc là, nous allons faire un arrondi par excès. On vient croiser dans la colonne. Hop, on a bien croisé ici notre longueur, notre courant de court-circuit, et nous tombons sur le courant de court-circuit de 7 kA au bout de notre canalisation électrique. Maintenant, voyons la méthode par calcul. La formule à utiliser est celle-ci. Le courant de court-circuit triphasé, le plus grand courant de court-circuit qui pourra s'établir dans une installation triphasée,
sera la tension U, tension composée entre phases, divisée par la racine de 3 et divisée par l'impédance ZCC. Comme vous le savez certainement, chaque câble est modélisable par une résistance et une réactance, dont on verra le calcul un peu plus loin. Donc dans le cas de deux câbles, nous verrons apparaître une résistance R1, une réactance X1, la même chose pour le câble 2. Attention, nous sommes en alternatif, nous allons devoir travailler dans le plan des réels et des complexes, donc on ne peut pas additionner ces grandeurs algébriquement, nous allons les additionner vectoriellement. Donc ici, j'ai représenté les vecteurs concernant le câble 1, les vecteurs concernant le câble 2. On voit sur le plan des réels les résistances, sur le plan des imaginaires les réactances. Pour calculer ZC, il va falloir calculer donc la résultante. Pour ce faire, nous allons faire glisser nos vecteurs ici, ici, et là maintenant nous avons ici ZCC, la résultante. Pour calculer cette résultante, nous allons utiliser Pythagore. Nous retrouvons la formule ici. ZC est égal à la somme des résistances au carré plus la somme des réactances au carré, tout ça sous une racine carrée. Le mieux pour comprendre tout ça, c'est de partir d'un exemple. Première chose, déterminer l'impédance du réseau amont. Ici, nous voyons, nous sommes alimentés par un réseau de 500 MVA, et nous avons la tension du secondaire de notre transfo d'alimentation en 410 volts. Nous retrouvons ici les valeurs de R et de X pour le réseau amont. Je consigne ces valeurs dans un tableau et je continue en déterminant les valeurs pour le transformateur. Ici, nous avons un transformateur de 400 kVA qui fournit une tension à vide au secondaire de 410 volts. Je retrouve ici R et X que je consigne dans mon tableau. Ensuite vient le câble C1. Pour calculer la résistance, il suffit d'utiliser la formule ρL sur S. Pour la réactance, il faudra utiliser cette formule-ci. Je reviens sur la résistance. Nous sommes en présence d'un câble en cuivre, donc nous trouvons ρ ici pour le cuivre, que nous multiplions par la longueur, puis divisons par la section en millimètres carrés, ce qui nous donne une valeur de 21,32 milliohms. Pour la réactance, on retrouve ici 0,08 milliohms par mètre, donc il faut multiplier par la longueur du câble, ce qui nous donne une réactance de 7,20 milliohms. Remarque, si la section est inférieure à 25 mm², nous pourrons négliger la réactance. En revanche, si elle est supérieure ou égale, nous appliquerons la méthode que nous venons d'appliquer. Je consigne ces valeurs dans le tableau et je passe au dernier élément, et la réactance et la résistance du disjoncteur. La réactance est nulle du fait de la faible longueur de cuivre dans le disjoncteur. Et la résistance vaut 0,15 milliohms. Donc ces valeurs, on peut trouver des valeurs différentes en fonction des différentes documentations. Je les consigne dans le tableau. Maintenant, je vais faire la somme des résistances et la somme des réactances. Et je vais pour terminer calculer ZCC en appliquant la formule ci-dessus. Le calcul du courant de court-circuit, nous avons vu que c'était la tension à vide divisée par racine de 3 ainsi que ZC. J'effectue le calcul et je trouve 6,66 kA. Alors attention, lors d'utilisation de tableaux comme celui-ci, qui est très pratique, de bien mettre toutes les mêmes unités dans le tableau de telle sorte que nous aurons bien des calculs homogènes. Lors du court-circuit, il faut être certain que le disjoncteur soit capable de couper ce courant de court-circuit, et ce dans un temps suffisamment court, et ce temps est défini par la formule ici, qui dépend de la section du conducteur, du courant de court-circuit et de la nature des isolants de notre conducteur.